Ce concept des opérations qu'on appelle CONOPS en langage militaire a été discuté par les experts le 30 et le 31 octobre. Il a été approuvé par les experts et donc les ministres étaient appelés à l'adopter. Nous l'avons discuté aussi, nous l'avons amendé, nous l'avons adopté. Mais avant qu'on adopte le CONOPS, j'ai fait un point, une déclaration sur la mise en œuvre de nos accords et de nos comptes rendus dans le cadre du processus de Luanda. Puisque la réunion précédente, la 5e réunion ministérielle qui s'était tenue le 12 octobre à Luanda, avait aussi adopté des documents, un compte rendu, mais la période entre les deux a été marquée par une situation alarmante sur le terrain, où à l'est de la RDC, on a reçu des informations d'une mobilisation de troupes additionnelles, y compris des troupes burundaises, des armes lourdes qui ont été aussi déployées sur le terrain, aussi avec des troupes du mouvement FLN, le mouvement terroriste de Paul Rusesabagina, qui était stationné dans le territoire de Fizi, qui a été déplacé près de notre frontière au sud Kivu. Et puis tout cela a été suivi par au moins 27 attaques contre les positions des M23 qui ont répliqué. Donc du 12 octobre, donc la 5e réunion ministérielle, au 25 novembre, la 6e réunion ministérielle, il y a eu au moins 27 attaques contre les positions du M23, ce qui est en violation flagrante du cessez-le-feu qu'on avait adopté le 30 juillet et qui est entré en vigueur le 4 août. Tout cela s'est passé dans un contexte politique de discours de haine et de discours belliqueux de la part du président Tshisekedi, qui s'est rendu dans la province du Haut-Katanga le 17 novembre et qui s'est adressé aux gradés militaires et aussi aux autorités civiles et qui a déclaré que si on lui donnait l'opportunité de réviser la Constitution, il pourra changer de régime au Rwanda. Donc il pourra renverser le régime au Rwanda, ce qui est inquiétant de la part d'un chef d'État. Et puis aussi, il y a cette déclaration du ministre de la Justice dans cette prison à Goma, cette déclaration incendiaire avec des discours de haine, avec un appel au meurtre, en s'adressant aux traîtres, visant les Congolais Tutsis, visant dans des termes insultants le président de la République du Rwanda, etc., etc. Donc tout cela n'augure rien de bon et ces déclarations en particulier est en violation du compte-rendu de notre 2e réunion du 30 juillet cette année, où on avait demandé aux deux parties d'éviter tout discours de haine et toute parole provocatrice qui pourrait mettre à mal le processus de Luanda. Donc, j'ai fait cette déclaration pour montrer que on ne peut pas se déplacer à chaque fois à Luanda, se parler, discuter, signer des documents et ne pas s'engager à les mettre en œuvre. Donc j'ai montré qu'en une période entre deux réunions, qu'il y avait déjà beaucoup d'activités contraires à l'esprit et à la lettre du processus de Luanda qui ont été accomplies sur le terrain. Et c'est très inquiétant et cela démontre le manque de volonté politique et de bonne foi du gouvernement de la RDC. Si ces résolutions prises précédemment n'ont pas été mises en œuvre, que faut-il faire pour accélérer la mise en œuvre de ce que vous discutez en Angola aujourd'hui ou demain? Je ne sais pas ce qu'il faut faire, accélérer. On a signé un document, le CONOPS. C'est un document opérationnel avec un chronogramme, avec des activités à faire pour la neutralisation des FDLR et la levée de nos mesures de défense. On a un mécanisme ad hoc de vérification qui va nous aider dans cette tâche. On a aussi des réunions des experts, on a des réunions des ministres. Donc, toute cette structure doit normalement nous aider à mettre nos accords
en application pour qu'on en finisse avec ce conflit une fois pour toutes. Mais, comme je vous l'ai dit, ce qu'on voit sur le terrain est inquiétant. Donc il faut un engagement de la RDC, mais aussi un engagement de la communauté internationale. Et une pression, je dirais même une pression de la communauté internationale pour faire en sorte que on ne dise pas, on ne signe pas d'une main à Luanda et puis que d'une autre main on fasse autre chose sur le terrain à l'est de la RDC. Donc il faut que tout le monde s'engage, le médiateur, la RDC et aussi la communauté internationale. On assiste, vous l'avez aussi mentionné ces derniers temps, même avant, à une montée préoccupante des discours de haine en RDC, comme des déclarations incendiaires, comme vous l'avez dit récemment à la prison de Goma. Qu'en dites-vous en tant que gouvernement du Rwanda avec de telles attitudes de la part des autorités de la RDC? Peut-on vraiment être optimiste qu'une issue définitive à ce conflit congolais sera trouvée dans un bref délai? C'est vrai, la situation est très préoccupante, surtout les discours de haine qui suivent une marginalisation, une persécution de cette communauté des Tutsis congolais depuis des décennies, depuis plusieurs décennies. On parle des M23, mais le M23 actuel n'existait pas il y a quoi? Il y a 20 ans. Il y avait le M23, le premier M23 de 2012-2013 qui, nous dit-on, a été vaincu militairement, mais la solution politique n'a pas été mise en place pour répondre à leurs préoccupations, qui sont des préoccupations de la communauté des Congolais Tutsis. Et c'est pour cela d'ailleurs que lors de la réunion suivante, on a eu une réunion aussi le 26 novembre, une réunion virtuelle, pour continuer la discussion sur le projet d'accord qui nous avait été présenté par le président Lourenço en août. Et donc cette question des M23, c'est la seule question sécuritaire qui reste donc à régler, puisqu'il y a 3 questions sécuritaires qui sont entre la RDC et le Rwanda. Il y a la question des FDLR, il y a la question des mesures de défense, il y a la question des M23. Les 2 premières questions ont eu une réponse au moins sur papier dans le cadre du CONOPS. Mais la 3e question des M23 est en suspens et doit être réglée. C'est pour ça que dans cette réunion, on a dit qu'il faut qu'il y ait une résolution définitive de ce conflit qui doit passer par un dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et le M23 pour s'attaquer aux causes profondes de cette crise. Et les causes profondes incluent aussi cette question des discours de haine et de la persécution de cette communauté congolaise certains de ses membres ont même fui au Rwanda. Nous avons une communauté de plus de 100 000 réfugiés venant de la RDC, de cette communauté de Congolais Tutsis. Et donc, on veut que cela soit réglé, on veut qu'il y ait une solution à cette crise. Ma dernière